ressemble un peu à ces dames, vous voyez sur la photo, qui déplacent des fils de laine. Et tout ça, ce n'est qu'un moyen, ce n'est en aucun cas un objectif. Alors, j'aimerais juste qu'on s'accorde, avant de démarrer cette conférence, le premier point, et là je vais avoir une pensée pour le parrain de mon fils, qui est IT manager dans une grosse société d'assurance. Lorsque je lui en ai parlé, il m'a dit « T'as une solution miracle ?» Alors non, je suis désolé, mais je ne vais pas avoir de solution miracle pour gérer ou réduire ou annihiler totalement vos dépendances. Le deuxième point, c'est que je ne suis pas un lapin de 6 semaines. J'ai effectivement conscience que c'est un vaste sujet, que c'est un sujet complexe, et qu'on ne va pas supprimer comme ça du jour au lendemain les dépendances dans une organisation. Le troisième point, c'est que je ne suis pas là pour faire du safe bashing. Je sais que c'est très 2023 dans le monde de l'agilité de dire que safe n'est pas agile. Honnêtement, je vais être très transparent, je m'en fous. C'est pas mon sujet. Safe propose un certain nombre de choses qui peuvent être très intéressantes si on les utilise pour ce à quoi elles servent à un instant T, mais ce n'est pas le propos de cette conférence. Et enfin, le dernier point, c'est que ce n'est pas l'occasion non plus de se moquer des organisations, des entreprises, qui en seraient à ce niveau de maturité. Je ne suis pas là pour ça, j'essaye simplement de dresser un constat et d'apporter un certain nombre de pistes, de réflexions, pour que ces organisations voient les choses, je l'espère en tout cas, sous un autre angle. Ok ? Allez, c'est parti. Alors, je vais vous donner une première définition de la dépendance dans la langue française. Donc, je ne suis pas là pour faire maître Capello, je ne vais pas vous lire toutes les définitions, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir quand on ouvre un dictionnaire de la langue française sur le mot dépendance, c'est que finalement, c'est le fait de ne pouvoir vivre ou agir sans quelque chose ou quelqu'un. Et donc ça veut dire quelque part être privé de sa liberté. Donc il y a quand même une notion qui est assez négative dans le terme de dépendance. Dépendance parce qu'on est une personne âgée, on a besoin de ses enfants. Dépendance à une drogue, à l'alcool, à ce que vous voulez. Mais on est quand même dans quelque chose d'assez négatif. À noter en revanche qu'en fonction des phases de la vie, les enfants sont dépendants de leurs parents. C'est pas négatif bien entendu. Mais si à 18 ou 20 ans, 25 ans, ils sont toujours dépendants, on se dit qu'il y a peut-être un petit sujet quelque part, et là, forcément, ça l'est. Alors, je ne suis pas là pour vous parler, bien entendu, de la dépendance au quotidien dans vos vies personnelles. Chacun fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Mais je vais vous parler des dépendances dans nos contextes. Quand je dis dans nos contextes, c'est les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, dans lesquelles on travaille, où on va avoir différents types de dépendances quand on fabrique du logiciel ou quand on a une activité diverses et variées. Premier type de dépendance, la dépendance que je vais qualifier d'humaine. C'est lorsque j'ai besoin d'une connaissance, d'une compétence ou de la validation de la part d'un individu. Je suis dépendant de quelqu'un. Je vous donne un exemple. L'architecture envisagée sur mon nouveau produit donc digital, informatique, doit être validée par l'architecture groupe. Ça veut dire que je ne peux pas démarrer la fabrication de mon produit, mes développements, tant que cette architecture n'a pas été validée par une tierce personne. Deuxième type de dépendance, la dépendance que je vais qualifier de dépendance technique. J'ai besoin de tel ou tel asset, donc composant informatique, pour réaliser la fonctionnalité, et cet asset, ce composant, les évolutions et la maintenance est effectuée par une autre équipe. Exemple, il faut créer un nouveau champ dans une base de données pour référencer un nouvel article qui sera mis en ligne sur un site de e-commerce. Je dois attendre que cette équipe ait fait l'évolution dans la base de données, que le référencement soit OK, pour pouvoir ensuite le distribuer sur mon site. Ça, c'est un type d'organisation component team. C'est-à-dire qu'on va avoir plutôt des équipes qui vont gérer des composants informatiques, et c'est lorsqu'on va mettre bout à bout les différentes évolutions sur les différents composants que la valeur attendue dans le cadre du produit sera réellement disponible. Enfin, troisième type de dépendance, la dépendance fonctionnelle. C'est lorsque j'ai besoin qu'une partie de mon produit, que telle partie de mon produit ou que tel projet ait fait telle évolution pour garantir une cohérence fonctionnelle ou que le service soit rendu.
Exemple, vous êtes sur un funnel d'achat, il y a une nouvelle fonctionnalité qui doit être mise à disposition sur différentes étapes du funnel d'achat et on doit attendre que chacune de ces étapes ait fait l'évolution en question pour pouvoir livrer la totalité au client. Et donc là, on est dans une configuration avec des feature teams, donc orientés features, qui vont travailler sur un même produit. Et il faut attendre que chacune de ces feature teams ait fait la bonne évolution pour pouvoir mettre à disposition la fonctionnalité globale au client. Ok? Allez, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet et j'ai envie de vous raconter une petite histoire. Alors bien entendu, je vais mettre tous les disclaimers adéquats. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. On s'entend. Je vous préviens, je vais bientôt avoir 40 ans, c'est la première fois que je travaille dans une société avec la majeure partie des gens plus jeunes que moi, donc il va y avoir plein de références de boomers, on n'arrête pas de me le dire. Est-ce que tout le monde a la référence? Ouais? Ok. Bon, c'était les guignols de l'info, Sylvester Stallone, en tant que grand patron de la World Company. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je vais vous décrire une grosse société, une grosse entreprise, qui a un certain nombre de problématiques qu'elle doit résoudre. Parmi ces problématiques, on retrouve la satisfaction client et utilisateur. Les gens ne sont pas contents des solutions qui sont livrées et on observe une baisse du coût des rentrées d'argent puisqu'on a de moins en moins d'utilisateurs et on a un churn important au niveau des clients. On a un time to market qui est trop long. Les équipes ne délivrent pas assez vite et les évolutions attendues ne sont pas livrées dans les temps. On a des coûts informatiques qui sont trop importants. On a une qualité des solutions qui se dégrade de plus en plus. Et point quand même assez majeur, parce qu'on ne le rappellera jamais assez, mais les gens qui fabriquent tout ça, ça reste quand même des individus, des personnes humaines. On a un désengagement des collaborateurs. Et forcément, ce point-là, il ne va pas aider tout le reste. Et donc cette entreprise, elle a beaucoup réfléchi. Et ce qu'elle se dit, c'est que quand même en 2023, ça serait pas mal qu'on fasse du digital un levier du business. Donc on va capitaliser sur des solutions digitales, on va essayer de mettre à disposition de nos clients, de nos utilisateurs des solutions à forte valeur ajoutée qui permettront de soutenir le business. Et comme elle a quand même un peu écouté ce qui se passe sur le marché, elle se dit il faut absolument qu'on devienne plus agile pour répondre à ces enjeux. Et la solution, c'est qu'on va construire ce qu'on appelle une usine logicielle. Donc on va rassembler les équipes à la fois produits, à la fois IT, on va les faire travailler ensemble, et on va faire en sorte qu'ils soient plus agiles et qu'on atteigne ce plan de transformation, qu'on réalise ce plan de transformation. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'elle va faire, cette entreprise? Elle va se faire accompagner des meilleurs. Elle va faire appel à un cabinet de conseil stratégique. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, puisqu'elle a choisi les meilleurs. Ok? Alors, ce cabinet, qu'est-ce qu'il va faire? Ce cabinet, il va faire le tour de l'organisation, il va parler à beaucoup de personnes, surtout à des managers d'ailleurs, pas trop au niveau des équipes. On va aller voir les managers, on va discuter avec eux, donc middle manager, top management. On va prendre l'organisation actuelle, donc que vous voyez là, une organisation hiérarchique assez classique, avec un big boss tout en haut, avec des directions, avec des services, avec des équipes. Et puis, ce qu'elle va faire, alors j'ai nommé ça de façon un peu provocatrice, bien entendu, mais elle va prendre ce que moi j'ai appelé la Spotify Agile Terminology Checklist. Et donc elle va prendre tous les termes, domaine, tribe, guild, chapter, feature team, product manager, product owner, scrum master, j'en passe, en veux-tu, en voilà, et elle va essayer de mettre en place une organisation plus agile grâce à tout ça. Mais ce qu'elle va faire aussi, et là pour le coup, il faut reconnaître que c'est pertinent, elle va mettre en place un cadre stratégique. C'est-à-dire qu'elle va utiliser des pratiques qu'on a sur le marché actuellement, donc les OKR, que Saïf Afra en parlait ce matin, qui va permettre d'aligner les équipes sur des objectifs communs de manière à ce qu'ils aillent tous dans le même sens. Elle va mettre en place un événement aussi très à la mode qui s'appelle la Quarterly Business Review, donc qui va permettre trimestriellement de s'assurer que ce que les équipes ont délivré permette, on l'espère en tout cas, d'atteindre les objectifs stratégiques qui ont été fixés. Et puis elle va mettre en place une approche aussi très à la mode de Discovery Product, où on va faire en sorte de bien être centré utilisateur, et c'est pas du tout une critique, c'est très très bien, il faut être centré utilisateur, de manière à s'assurer que ce que les équipes vont délivrer vont bien répondre
à des pains utilisateurs, à des points de douleur. Et elle va compiler tout ça dans un magnifique document, elle va retourner voir le COMEX et elle va dire « Voici votre Target Operating Model » ou TOM pour les intimes. Et puis à l'occasion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plein de coachs agiles. Et ces coachs agiles, leur mission, ça va être d'opérationnaliser, c'est-à-dire vraiment de faire en sorte que les équipes, une fois qu'elles ont bien compris tout ça, elles tournent bien et qu'elles délivrent plus vite. Et donc, quelques mois après, voilà la nouvelle organisation plus agile. Et donc, je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais moi, personnellement, voilà, parce que quand on regarde ça, ok, on a des domaines, on a des tribes maintenant, mais ça ressemble quand même méchamment aux anciennes directions et aux anciens services. Alors, la réalité terrain, une fois que cette organisation elle a été posée, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on va avoir à fabriquer un nouveau produit ou à faire évoluer un nouveau produit, ou qu'on va devoir traiter un projet, alors je vais dire initiative, c'est un peu plus à la mode aussi en ce moment, mais en gros, à chaque fois qu'on va vouloir faire quelque chose sur un produit, sur l'app, sur le web, on va se retrouver avec des équipes distribuées dans les différents domaines qui vont être impactés soit par le produit, soit par le projet. Et donc on se retrouve à grande échelle avec cette situation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut faire évoluer quelque chose sur un flux de valeur, donc le flux de valeur c'est vraiment le processus métier de haut niveau qui part d'un besoin client jusqu'à ce qu'on ait satisfait, qu'on ait répondu à ce besoin client, et on espère quand même en retour rentrer de l'argent, ça va impacter au moins 2 minimum, mais souvent 3, 4, 5 domaines dans l'organisation. Et la réalité terrain, c'est celle-ci. Alors, je ne vais pas m'attribuer les mérites, c'est librement inspiré de la conférence Spotify d'il y a des années d'Henrik Nyberg, ça a juste été redesigné pour l'exercice, mais en gros, les équipes, en fait, elles ne savent pas dans quel sens aller, puisqu'elles ont plusieurs demandes qui tombent, et elles ne savent pas où aller. Alors vous allez me dire, oui, mais vous n'aviez pas mis une approche OKR qui était censée aligner tout le monde sur des objectifs communs, etc. Oui, sur le papier. Sauf que cette approche OKR, comme on a bien suivi la méthode, on s'est dit, pour impliquer les équipes, on va les laisser maîtres de définir leurs propres objectifs tactiques et leurs propres OKR. Mais on a surtout complètement oublié de faire un alignement entre les équipes. Et donc du coup, la réalité, c'est qu'en fait, les équipes ne sont pas alignées sur leur OKR. Donc le premier point, c'est si par exemple le produit ou le projet numéro 1 est stratégiquement prioritaire, qui décide? Puisque la tribe verte, ça sert son OKR 1, alors que la tribe rose, ça n'est que l'OKR 3, l'OKR 1 étant en bas, et ainsi de suite. Le deuxième point, c'est qu'il y a un risque de désalignement des OKR. Chaque équipe a défini elle-même ses propres OKR en vue d'atteindre l'objectif stratégique, et encore une fois, mettre en place des objectifs stratégiques, c'est une très bonne chose, mais si vous n'alignez pas les équipes entre elles, opérationnellement parlant, ça pose un problème. Mais comment résoudre ça? Donc là, on a 2 sujets à régler. On a un alignement stratégique entre les équipes, et on a un alignement, je vais dire, opérationnel sur, ok, mais à quel moment je dois travailler sur quoi? Et là, généralement, ce qui sort comme solution, faisons un PI planning. Je rappelle juste sur le slide juste avant qu'on a vu que l'ensemble des chaînes de valeur traversaient l'ensemble de l'organisation. Ouais, ou pas. Et moi, quand je vois ça, ça me fait ça en fait. Juste, j'enlève les lunettes. Parce que réduire, entre guillemets, l'agilité en 2023 à ça, ça fait quand même super mal. Donc encore une fois, l'idée c'est absolument pas de critiquer le PI planning, qui est un super outil s'il est bien utilisé. L'idée n'est pas non plus de blâmer les organisations qui en sont là. L'idée c'est maintenant de réfléchir, de comprendre déjà pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, dans ce cas de figure, et surtout de proposer des solutions pour essayer de ne pas reproduire ça. Allez, pourquoi? Le premier écueil, c'est qu'en fait on a complètement décorrélé le stratégique de l'opérationnel. Okay, on a réfléchi à tout un tas de choses pour aligner les équipes sur ce qu'il va falloir faire,
Mais par contre, comment ça marche sur le terrain pour délivrer ce qu'il faut faire, ben en fait, on ne s'est pas trop posé la question. Et donc, on ne peut pas décorréler l'un de l'autre. Le stratégique nourrit l'opérationnel, l'opérationnel, grâce aux remontées de terrain, nourrit le stratégique. Et en fait, on est dans une boucle continue. Le deuxième point, c'est qu'en fait, cette transformation, elle est pensée uniquement sous l'angle de l'optimisation locale versus l'optimisation globale. C'est-à-dire qu'on a considéré que si on prenait des coachs agiles qui allaient voir chacune des équipes et qui allaient optimiser la capacité de délivrer de chacune des équipes, eh bien ça ferait la performance globale du système, qu'on délivrerait plus vite les choses. Et en fait, absolument pas. La performance globale, c'est la somme des performances de chacune des équipes et la capacité à se passer le bâton et à ne pas avoir trop de temps d'attente entre chacune des activités. Ensuite, on est sur une approche qui est purement monolithique. Il n'y a pas eu d'effort d'identification de sous-ensembles qui permettent de créer des équipes alignées. Donc on peut parler de value stream, on peut parler éventuellement, si on a un niveau de maturité peut-être un peu inférieur de programme, mais en tout cas, comment je fais pour aligner mes équipes sur des choses en commun et pas juste leur distribuer du travail. Et enfin, le dernier point, et là on touche vraiment à la culture, c'est l'incapacité à remettre en question les modes d'organisation traditionnels. Si on regarde l'organisation, on respecte la nouvelle en tout cas, on respecte les assets ou les zones de pouvoir historiques. Et donc globalement, à part de la terminologie, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Alors pourquoi? Alors j'aime bien cette phrase, c'est Einstein. Alors paraît-il que ce n'est pas lui qui l'a prononcé, peu importe, ça fait toujours bien d'avoir Einstein sur ses slides en conf. Mais si ce n'est pas lui, en tout cas quelqu'un a dit un jour, la folie c'est de se comporter de la même manière et d'attendre toujours un résultat différent. Je vais le dire autrement, penser résoudre un problème avec des personnes qui font partie de l'équation du problème, bah, ça va être quand même vachement compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette approche, la façon dont cette usine logicielle elle a été construite, c'est qu'on est dans une approche qui est totalement héritée du taylorisme, de l'organisation scientifique du travail. On a une division verticale du travail, le stratégique d'un côté, des activités de discovery dont on va mettre en responsabilité les product managers. Les product owners et les équipes seront en charge de délivrer ce que les PM, l'UX et la strat a défini. Donc, séparation entre conception et exécution. Et division horizontale, parcellisation des tâches en opération élémentaire. La somme des développements sur chacun des composants, mis bout à bout, va produire la valeur. Et la chimère au bout de tout ça, c'est la hausse de la productivité. Ce qu'on cherche, bien entendu que la productivité c'est important, mais ce qu'on cherche quand même dans une approche agile, c'est d'optimiser la valeur. Pas forcément la productivité, c'est un moyen, c'est pas le but. Et si on prend en fait la pyramide des organisations à l'époque de Taylor, dans le taylorisme et actuel, et qu'on fait une comparaison, c'est assez instructif. À l'époque, on avait ce qu'on appelait les dirigeants. On a toujours des dirigeants, aujourd'hui on va les appeler exec ou C-level. Autrefois, on avait des cadres qui étaient des ingénieurs, dont la responsabilité était d'organiser le travail et de définir les méthodes de travail. Aujourd'hui, on a des cabinets de conseil stratégiques. Alors ça peut être des cabinets de conseil internes, hein, peu importe, mais en tout cas on a des personnes qui viennent définir comment les équipes qui, elles, sur le terrain, savent quand même mieux que le reste du monde comment ça se passe, mais on va leur expliquer comment elles doivent travailler. Et on avait des contremaîtres, donc des agents de maîtrise à l'époque, qui étaient là pour contrôler la bonne exécution des procédures. Aujourd'hui, on a des managers. La réalité, c'est que on embauche de plus en plus de coachs, appelez-le product, agile, ce que vous voulez, mais qui va avoir un petit peu cette responsabilité. Non pas que c'est celle qu'il doit avoir, c'est celui que l'organisation attend de lui, de contrôler que les méthodes qui ont été définies par le cabinet de conseil sont bien appliquées par les équipes. Et à la base, on avait les ouvriers qui exécutaient les consignes, et aujourd'hui, ce sont les équipes. Ce qui est assez paradoxal, c'est que je vous disais, les cadres, c'était les ingénieurs. Aujourd'hui, les ouvriers, les développeurs, ce sont des ingénieurs. Donc on voit une baisse, entre guillemets, dans la pyramide. J'aimerais juste reprendre les bases. À la base, on cherchait, dans une approche agile, à essayer de changer de paradigme. C'est-à-dire que là où, historiquement, lorsqu'il y avait une nouvelle initiative, donc quelque chose à faire dans l'entreprise, historiquement, en fait, on avait des silos hiérarchiques, et puis l'initiative, il y avait des bouts d'initiative qui nourrissaient les silos, et on passait notre temps à nous synchroniser en copile, en coproche, en costrat, en tout ce que vous voulez, pour être sûr que tout le monde allait bien dans le même sens. Normalement, l'agilité, ce qu'on cherchait à faire, c'était d'aligner les équipes, enfin de créer des équipes pour qu'elles produisent de la valeur. Donc plutôt d'aller chercher les compétences nécessaires
pour délivrer la valeur attendue et de les mettre ensemble dans une équipe alignée qui allait produire des petits incréments de valeur, etc. Et ça, on l'a un peu perdu. Alors, maintenant, j'aimerais rentrer un peu plus dans le vif du sujet de pourquoi est-ce qu'il faut minimiser les dépendances. Parce qu'au-delà de dire, ouais, la dépendance, c'est pas bien, je vais essayer quand même de le factualiser et d'expliquer pourquoi. Tout d'abord, j'aimerais juste vous parler de cette citation. Donc, ce monsieur, c'est Mike Biddle. C'était malheureusement, il est décédé il y a quelques années. Il est peu connu, mais il fait partie des signataires du Manifeste Agile et il fait partie des premières personnes qui ont travaillé sur Scrum avec Ken Schwaber. Et dans une des premières conférences où ils avaient présenté Scrum, Mike Biddle avait dit « L'autonomie est favorisée car les dépendances vont vous tuer ». Bien entendu, c'est peut-être un peu fort le mot « tuer », mais en tout cas le message est bien là. C'est un véritable risque pour l'organisation, risque qui doit être traité. Donc le premier point, pourquoi? Parce que la dépendance, en fait, elle ralentit le time to market. Comme je vous l'ai dit, le time to market global, c'est pas la somme des performances de chacune des étapes. Là, c'est un VSM, Value Stream Mapping, ce qu'il y a de plus classique, avec les temps d'activité et les temps d'attente. Et on s'aperçoit souvent que le temps d'attente écrase le temps d'activité. L'exemple que vous avez juste là, je l'ai vécu dans une organisation, je ne dirais pas laquelle, mais pour mettre en place une fonctionnalité sur un site web, cette fonctionnalité elle était déclenchée via un back-office où c'était nos clients qui cochaient une checkbox pour dire oui ou non, je déclenche la fonctionnalité sur la page du site web. Vous aviez donc la fonctionnalité, la data qui était alimentée dans une base de données, ça remontait via plusieurs API et ça s'affichait sur le site web. Cette boîte, elle a mis 13 semaines pour rendre visible un picto sur un site web. Pourquoi? Non pas que les équipes ici ne faisaient rien, simplement les équipes n'étaient pas alignées sur le niveau de priorité, premier point. Et surtout, les équipes étaient toutes dépendantes les unes des autres, puisque sur chacune des couches, vous aviez quasiment une équipe. En tant qu'agiliste, au-delà du fait que ça ralentit le time to market, moi ce qui me gêne aussi, c'est que ça ralentit la boucle de feedback. Quand on sort des choses, on cherche à apprendre de ce qu'on a sorti. Et donc forcément, plus vous mettez du temps à sortir, plus la boucle de feedback va être longue, et moins vous avez de chances d'améliorer rapidement votre produit. Deuxième point, c'est que le temps et l'énergie dépensés pour gérer cette dépendance, c'est autant de temps et d'énergie en moins pour produire de la valeur, pour faire des choses à plus forte valeur ajoutée. Disclaimer, je ne suis pas en train de dire que si vous devez gérer vos dépendances, il ne faut rien faire parce que ça prend du temps. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vais faire un petit exercice pour quantifier le temps passé à gérer cette dépendance. Pour ce faire, je vais utiliser l'étude de Michel Levasselot. Donc, je ne sais pas si Michel est dans la salle ou pas. Je sais qu'il va. Je le remercie pour sa contribution au monde de l'agilité parce que cette étude est hyper importante. Elle permet de voir une évolution de la culture dans les organisations en France. Et encore une fois, c'est super. Donc, l'idée, c'est pas du tout de dire ah non, ça c'est pas bien. C'est juste d'utiliser des chiffres factuels pour l'analyse. Donc aujourd'hui, ce que nous dit cette étude, c'est qu'en France, vous avez 109 entreprises qui utilisent Safe. Il y a 470 trains qui roulent en France, ça fait à peu près 4 trains en moyenne par entreprise, et dans ces trains, il y a 83 personnes qui sont réparties à peu près sur 8 équipes. Dans Safe, vous avez deux mécanismes pour gérer les dépendances, c'est synchroniser et aligner les équipes. Vous avez le PI Planning, donc programme, incrément, planning, ou dans la dernière version, planning, intervalle, non. Bref, on va rester sur programme PI Planning, allez, c'est plus simple. Et vous avez l'ArtSync, donc qui va permettre de synchroniser en continu entre chacune des itérations qui durent un quarter et les équipes. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ces chiffres. Je ne vais pas vous faire le détail à l'oral, ça serait juste super long et super fastidieux. Il y a deux chiffres qui vont nous intéresser. Le premier, c'est qu'un PI Planning, c'est que les PI Planning pour une entreprise où il y a 4 trains qui roulent en utilisant les chiffres de l'étude, à l'année, ça coûte 2656 jours hommes. Donc là, j'aime pas trop le terme coûter, je vais dire plutôt c'est du temps dépensé. Et l'ArtSync, c'est 1920 jours hommes.
Ce qui veut dire qu'à l'année, pour ces entreprises qui ont 4 trains de 83 personnes, il y a 4576 jours hommes qui sont dépensés. Ce qui est intéressant, c'est de le ramener au coût total des trains. Donc au coût total des 4 programmes à l'année. À l'année, ça fait à la louche 70 000 jours hommes, et donc ça veut dire que vous dépensez 6,56% de votre budget du train pour gérer les dépendances. Ça peut paraître peu, et effectivement ça l'est, mais ça reste quand même du temps investi pour gérer quelque chose qu'on devrait essayer d'annihiler, puisque c'est du temps perdu à faire des choses qui auraient à faire des choses qui ont moins de valeur que d'autres choses. Troisième point, ça augmente le coût, parce que les jours hommes, ok c'est du temps, mais c'est surtout de l'argent. Et donc je prends un ETP standard, dans une entreprise du secteur privé aujourd'hui, c'est à peu près 800 €. Je prends entre les internes et les externes, je ne vais pas faire des comptes d'apothicaire, mais grosso modo, ça veut dire que ces 4 trains, eh bien la synchro, elle coûte 3 660 800 € à l'année. Et pour tous ceux qui ont déjà fait des PA planning, tout ça c'est sans la logistique. Puisque quand il faut accueillir 83 personnes, il faut quand même réserver des salles adéquates, il faut du repas, il faut du matériel, etc. Donc à la louche, on peut dire que grosso modo, c'est 1 million par train. 4 millions. Je réinsiste, c'est pas une critique, c'est un constat. Et là, derrière, ce que je veux déclencher, c'est juste se dire, ok, mais ces 4 millions, à chaque fois, si on les crame, admettons que le train roule sur plusieurs années, ça veut dire que c'est 1 million par train sur chaque année. Et c'est pas un investissement, en fait. C'est de l'argent pour synchroniser. Et l'idée, c'est peut-être de se dire, comment est-ce que je peux faire pour que cet argent-là, je l'investisse dans quelque chose qui me permettra de capitaliser par la suite. Je réinsiste, s'il y a besoin de gérer de la dépendance parce qu'à cet instant, l'entreprise a besoin de le faire, bien entendu qu'il faut le faire. Mais voilà, essayez de voir un petit peu plus loin. Et enfin, dernier point, c'est que cette dépendance, elle renforce les silos et augmente les conceptions architecturales complexes. Donc je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de la fameuse loi de Conway qui nous explique qu'en gros, une organisation qui produit du logiciel informatique va avoir tendance à produire un logiciel dont la structure va être la copie de sa propre structure de communication. Donc en gros, vous avez une organisation avec 3 directions, il y a un nouveau logiciel à développer, et bien il y a de fortes chances que votre logiciel il soit en 3 couches, avec 3 équipes, et chaque équipe va travailler sur un bout du logiciel, et mis bout à bout, et ben on aura le logiciel complet. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que des petites équipes autonomes et distribuées ont tendance à travailler plus sur une architecture modulaire qui va communiquer les unes avec les autres, là où des grandes équipes concentrées vont avoir tendance à créer des architectures plutôt monolithiques qu'on va avoir plus de mal à faire évoluer, à maintenir, etc. Alors par rapport à ça, maintenant c'est de se dire, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est bien d'avoir posé le constat, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? J'ai été volontairement provocateur entre agile washing et real change, parce que c'est ce que j'ai vécu à plusieurs reprises. Et le premier point, c'est de respecter les règles du jeu. Je ne sais pas si j'ai des homologues de cabinet de conseil dans la salle, mais j'ai eu 3 fois dans ma vie à travailler avec des cabinets qui ont essayé de pousser safe. Et encore une fois, j'ai aucun problème à dire qu'à un instant, safe peut être une solution. Dans la roadmap de déploiement, vous avez 2 étapes très intéressantes. La première, c'est Train Executives and Managers and Leaders. Et la deuxième, c'est Organize the Run Value. Moi, ce que j'ai vécu les 3 fois, c'est des cabinets qui ont débarqué et qui m'ont expliqué que pour avoir vite de l'impact, il fallait tout de suite lancer des trains. Et qu'on allait lancer un train, le dernier c'était l'apothéose, un train app et un train API. Oh. Juste à un moment, quand est-ce que vous allez discuter avec le top management, leur expliquer qu'il va falloir voir les choses différemment, que ça va changer des choses dans l'organisation, que ça va changer des choses pour eux. Quand est-ce que vous faites les ateliers pour définir les chaînes de valeur, pour construire convenablement les trains, etc. Donc, il y a plein de choses dans le monde de l'agilité qui permettent déjà d'apporter des réponses concrètes et de tirer des bénéfices rapidement. Mais il faut les respecter. Et vraiment, je ne mens pas quand je dis que les 3 fois, ces étapes-là, elles ont été chantées. Et derrière, c'est les équipes qui sont en PLS et qui n'arrivent pas à avancer. Et en plus, c'est les coachs qui essayent de faire tourner au mieux, d'aider les équipes sur le terrain, où on va dire « Ah bah ça marche pas. Ah, tu m'étonnes que ça marche pas. » Ensuite, le deuxième point, c'est vraiment d'avoir en tête qu'il faut réduire la taille pour minimiser les risques. Ça, c'est pas moi qui le dis, ça fait des années que le Lean nous l'enseigne, que diminue. Et en fait, quand on regarde les modèles d'agilité à l'échelle,
c'est ce qu'on cherche à faire. Vous avez une entreprise, là je prends l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, en gros on va dire c'est 700 personnes. Si on met en place un modèle d'agilité à l'échelle, l'idée c'est à chaque fois de créer des sous-ensembles les plus autonomes possibles. Et donc c'est vraiment une logique de poupée russe. Je vais créer des équipes d'équipes alignées sur des objectifs communs, et dans ces équipes d'équipes, à chacune des équipes, je vais essayer de les rendre le plus autonomes possible. Le maître mot, c'est vraiment l'autonomie. Alors je vous propose une approche, j'ai appelé ça CD2A2I. C'est pas déposé, mais j'envisage fortement de faire passer des certifs. Il y aura moins 50% s'il y en a qui sont intéressés. Donc le premier point, c'est déjà de cartographier, de rendre visible l'existant. On en est où aujourd'hui? Ensuite, ça va être de découper les choses pour justement identifier des périmètres un petit peu plus réduits. D'autonomiser, je vous l'ai dit, mettre au mot comment est-ce que je fais pour autonomiser ces équipes. Les aligner, parce qu'effectivement, si toutes les équipes ne sont pas autonomes, ça veut dire qu'à un moment, elles vont travailler sur des choses en commun, et que donc il va falloir leur dire sur quoi elles doivent travailler en priorité. Investir, et c'est souvent malheureusement ce qui manque, c'est se dire, ok, j'ai cet état à date, comment je fais pour que demain, mes équipes soient plus autonomes, qu'est-ce que je dois mettre en place pour leur apporter cette autonomie dans le futur? Et enfin, itérer. On recommence l'exercice, est-ce que ça a changé, est-ce que ça n'a pas changé? Bref, amélioration continue, et j'ai envie de dire qui est quand même la base de l'agilité, et avant l'agile du Lean. Alors, cartographier. Et vous allez voir, j'invente rien, hein. Il y a plein de choses qui existent déjà dans les frameworks divers et variés, mais juste essayer voilà, de les simplifier et de faire comprendre la démarche. Le premier point, ça va être, d'ailleurs ça ne devrait pas être définir, ça serait identifier, le mot terme, je le corrigerai, les flux de valeur, c'est-à-dire se dire d'un point de vue client, quelles sont les différentes étapes par lesquelles je vais devoir passer lorsque je veux satisfaire un besoin. Donc là, j'ai pris un exemple d'une entreprise qui distribuerait par exemple des voitures, une entreprise de location de voitures. Eh bien, les clients peuvent avoir plusieurs besoins. Un besoin de réservation, donc effectivement pour réserver sa voiture, on va se connecter à un canal de distrib, on va rechercher selon les critères, on va regarder les propositions, faire le choix, payer la résa, etc. Ensuite, il y a le loueur, celui qui a des voitures, qui a envie d'être distribué à travers les canaux de l'entreprise. Donc lui, ce qu'il veut, c'est faire référencer son entreprise, mettre en ligne sa flotte, recevoir les résas, modifier le statut de la résa pour que le client sache si sa voiture est disponible ou pas, et où. Et puis si, admettons, cette entreprise a un programme de fidélité, avec des partenaires par exemple, eh ben, le client il va avoir envie d'utiliser ses points fidélité. Et donc il veut visualiser les partenaires chez qui il peut cramer ses points de fidélité, il veut sélectionner son partenaire, etc. Vous avez compris le principe. J'espère en tout cas. Sinon c'est que je ne suis pas assez clair. Ensuite, à partir de là, on continue à cartographier. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, pour chacune de ces étapes, aujourd'hui, c'est quoi les produits ou les features, donc les bouts de produits, qui vont permettre pour le client de réaliser l'action, de répondre à son besoin sur cette étape. Et donc dans une entreprise assez classique dans le monde du digital, on aurait du web, on aurait de l'app, on pourrait par exemple entendre, je ne sais pas si vous connaissez Auto Europe, qui est un agrégateur de diverses marques de distribution de voitures de location. Donc c'est un canal externe. Ensuite, on va utiliser des moteurs de recherche, etc. Donc on va vraiment cartographier l'existant de l'entreprise. Mais là, on va être surtout sur une vue un peu front. On va être sur une vue solution finale, entre guillemets. À partir de là, la question qu'il faut se poser, c'est ok, mais pour faire fonctionner tout ça, de quoi j'ai besoin en termes de compétences humaines et de quoi j'ai besoin en termes d'assets techniques. Et donc c'est de se dire, ok, pour faire ça, j'ai besoin par exemple sur le web, j'ai besoin de SEO parce que j'ai pas une très bonne notoriété, donc je veux me faire référencer sur les moteurs de recherche. J'ai besoin de compétences en user experience qui permettent de faire des interfaces performantes, etc. Si on va plutôt sur le back-end, j'ai besoin de mon mainframe avec la base de données des prix. J'ai divers middleware qui vont permettre de remonter de l'information comme des photos, etc. Bref, je vais cartographier l'ensemble des compétences humaines et techniques dont j'ai besoin. Là, c'est juste pour l'exercice, hein. Bien sûr, c'était compliqué de faire tenir plus de choses sur un slide, mais il y aurait vachement plus d'éléments dans la vraie vie, on s'entend. Ensuite, c'est de se dire, ok, mais mes ressources disponibles, j'en ai combien
Parce qu'effectivement, si vous avez par exemple une API qui est consommée par 3 ou 4 équipes plus front, donc un petit peu au-dessus, et que vous avez que 3 personnes, bah là vous avez une contrainte. Donc comment vous faites? Comment vous la gérez? Est-ce que vous acceptez de mettre une personne dans chacune des équipes? Est-ce que pour X raisons, ce n'est pas possible à date? Donc du coup, je crée une équipe qui va gérer le composant. Ça, ce sont des choix, des discussions qui doivent avoir lieu et qui vont forcément derrière avoir un impact sur la façon dont on va synchroniser les équipes. Et à partir de là, on va constituer les sous-ensembles, les équipes d'équipes. Donc dans Safe, on parlera de train, dans Spotify, on parlera de tribe, mais l'idée, c'est de se dire comment est-ce que je fais pour autonomiser au maximum ces équipes d'équipes sur des flux. Et donc là, par exemple, vous voyez, on a plusieurs équipes qui vont travailler de façon autonome sur le flux réservation, d'autres sur la distribution et d'autres sur la fidélité. Le jeu de couleurs est important parce que vous noterez que ça veut dire qu'on a des compétences techniques qui sont éclatées sous les différents flux. Je vais y revenir juste après. Ensuite, à partir de là, si vous regardez, là, et c'est volontaire, hein, on est plutôt sur des équipes composants. On est, là, ça serait les équipes API, là, ça serait les équipes web, les équipes app, mais on n'est pas encore dans des modèles feature team en dessous de ces flux. Et donc à partir de là, bah forcément, vous allez avoir une notion de dépendance. Et c'est là où le PI planning, par exemple, va prendre son sens. Comment est-ce que je fais pour aligner ces équipes? Et leur dire sur quoi ils doivent travailler et identifier les impacts les unes entre les autres. Un petit tips que j'avais mis en place moi, dans une organisation qui avait plutôt pas mal marché et qui était inspirée par la théorie des contraintes. Essayez de faire en sorte d'identifier grâce à un value stream mapping le goulet d'étranglement. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne pourrez pas aller plus vite que la cadence du goulet d'étranglement. Ce qui veut dire qu'à partir de là, celui qui doit s'engager entre guillemets sur quand est-ce qu'il peut mettre à disposition les choses, bah, c'est le goulet d'étranglement et c'est lui qui va imposer la cadence. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des discussions entre les équipes et que les équipes qui sont contraintes par cette équipe goulet d'étranglement bah, calquent leur roadmap, en fait, leur sprint, en fonction de la capacité de cette équipe-là. Vous n'avez pas le choix, c'est votre contrainte aujourd'hui. Il faut faire avec. Et à ce moment-là, on remplira le reste des sprints avec des éléments sur lesquels l'équipe est plus autonome. Ça ne sert à rien de bourrer l'équipe goulet d'étranglement, elle n'a qu'une certaine capacité, il faut faire avec aujourd'hui. Par contre, rappelez-vous, derrière, il y aura comment est-ce que je fais demain pour autonomiser, etc. Ensuite, comment est-ce que je fais pour gérer la cohérence fonctionnelle et technique? Ça, c'est un grief que j'ai souvent entendu, c'est oui, mais si on met de l'API ici et de l'API ici, si les équipes de l'API réservation, elles bougent des trucs sur l'API et que ça casse pour l'API distribution, machin, donc non, il faut faire qu'une équipe. Non, si vous reprenez l'époque, alors je sais que le modèle n'a jamais été réellement appliqué comme ça, mais dans la logique des communautés de pratique, c'était justement pour aligner ces équipes, enfin ces personnes qui travaillaient dans des équipes différentes, sur « Ok, qu'est-ce que tu as prévu de faire? Présente-nous ce que tu as prévu de faire et on valide ensemble qu'a priori, ça risquera pas de casser le composant pour le petit copain d'à côté. » Et donc ces communautés, il faut les lancer pour justement aligner les personnes d'un point de vue fonctionnel et technique. Certains me diront, oui, mais du coup, ces communautés, ça coûte aussi de l'argent, comme le PI planning, donc pourquoi on fait ça? La grosse différence, c'est que ces communautés, elles vont vous permettre de faire transiter de l'information, de développer la connaissance dans votre organisation. Et donc, ça va être en fait un investissement. Ensuite, c'est de garantir le bon alignement et le bon niveau de priorité entre les équipes. Donc effectivement, là on voit quand est-ce que les équipes s'accostent les unes aux autres, mais pour qu'elles s'accostent convenablement, à un moment il faut bien être capable de leur dire voilà stratégiquement ce qui est le plus important, voilà ce sur quoi tu dois travailler en priorité, parce que c'est ce qui permettra d'atteindre les objectifs stratégiques de l'organisation. Et donc dans ce cas-là, bien entendu qu'une approche OKR, que la mise en place d'outils type Lean Portfolio Management prennent tout leur sens. C'est ce qui permettra stratégiquement d'alimenter les équipes, mais surtout de leur dire sur quoi elles doivent travailler en priorité. Et enfin, d'investir pour autonomiser ces équipes dans le futur. Une organisation, ça vit.
Moi, l'espèce de fantasme de l'organisation n'est pas un sujet, ce qui compte, c'est, je vais citer quelqu'un que j'ai bien connu à une époque, c'est les ways of working. Sous-entendu, tu peux poser l'organisation que tu veux, derrière, si tu mets les bonnes méthodes, ça devrait marcher. Non, c'est pas vrai, l'organisation, elle vit. Et l'organisation, elle doit bouger en fonction des objectifs que l'entreprise se donne. Et donc, si à un moment, il faut remodeler les choses, et il va falloir remodeler les choses, et bien entendu qu'il faut le faire. Et là, typiquement, eh bien, on voit que l'entreprise a investi en formation pour diffuser la connaissance, elle a mis en place des communautés de pratique et d'intérêt, elle a recruté des profils sur des postes sur lesquels elle manquait peut-être de ressources, l'empêchant de mettre les personnes dans d'autres équipes. Et si on va sur un aspect plus IT, souvent les API sont encore très monolithiques, il n'y a pas de microservices, etc. Eh bien, elle a investi dans une stratégie IT qui a permis de donner les moyens techniques aux équipes pour acquérir l'autonomie dont elles avaient besoin. Et donc là, on est plus sur un modèle, vous voyez, avec des équipes plus feature team, donc on a des compétences qui sont éclatées dans différentes équipes, qui travaillent toujours sur le même flux de valeur. Par contre, on a une équipe en dessous, un petit peu en mode plateforme team, donc au service des équipes au-dessus, qu'on n'a pas encore pu éclater, peut-être parce que c'est tout simplement un asset qui est géré chez un sous-traitant et qu'aujourd'hui on ne peut pas encore le faire. Tout ça pour vous dire que l'idée c'est vraiment d'assumer l'état dans lequel on est aujourd'hui. Et c'est pas mal. C'est simplement, aujourd'hui on en est là, voilà ce qu'on peut faire à date, mais surtout comment on fait demain pour améliorer les choses. Et donc, le dernier point, je vous ai dit, c'était itérer. Et là, je vais citer quelqu'un pour le coup, je vais demander l'autorisation avant de faire cette conf. C'est un monsieur qui s'appelle Benjamin Ferezen. Pour la petite histoire, ce qui m'a inspiré cette conf, c'était un post LinkedIn que j'avais fait il y a à peu près un an, où j'ai eu plein de commentaires de plein de gens qui m'ont dit « Ouais, c'est super, machin, et tout ça », et je me suis dit « Je vais en faire une conf ». Et en fait, Benjamin, donc, qui est coach agile aussi pour une autre entreprise, avait mis un commentaire que j'avais trouvé hyper pertinent, et il avait fait un lien entre culture, la culture de l'organisation, l'évolution de la culture de l'organisation et la façon dont l'organisation gérait ses dépendances, ou en tout cas adressait ses dépendances. Et donc ce que Benjamin disait, c'est le premier état, c'est en fait l'organisation elle a des dépendances partout, dans tous les sens, mais elle n'en a même pas conscience. Et on est vraiment sur des dépendances qui sont invisibles. Le deuxième état, c'est en fait, on a mis en place effectivement des approches type PA planning, de façon un peu bancale, mais en tout cas, ça permet de rendre visible à l'instant T l'état du système. Ça permet de montrer que, en fait, c'est quand même carrément la merde, il y en a dans tous les sens. Comment on fait? Et donc, quelque part, c'est un premier niveau d'évolution culturelle, puisqu'on rend visible le travail. Et tout le monde est d'accord pour dire, waouh, en fait, ça va pas. Ensuite, c'est un changement qu'on va appeler vraiment de type 1, pour ceux qui connaissent un peu la systémie. Donc, c'est vraiment un changement où on se dit, ok, il faut adresser les choses, je vais mettre en place encore plus de méthodes, encore plus de process, de manière à manager ces dépendances. Et en fait, on reste quand même dans un changement où culturellement, on est un peu dans le même mindset de je manage encore plus le travail. Et ensuite, on arrive, si on suit à peu près l'approche proposée, à se dire, ok, en fait, ces dépendances, elles me coûtent vraiment de l'argent, elles me coûtent du temps, elles me coûtent de l'effort. Comment est-ce que je fais pour m'en débarrasser? Et donc là, on est vraiment dans un changement de type 2, c'est-à-dire qu'on remet profondément en question la façon dont l'organisation voit les choses. Et enfin, j'ai envie de dire un petit peu le Saint Graal, mais est-ce que ça pourra exister un jour ou pas? Je ne sais pas, j'espère en tout cas, c'est que les dépendances, elles sont totalement minimisées, voire même, elles disparaissent. Quelques points, avant de répondre à vos questions si vous en avez. Gardez en tête que l'entreprise agile, elle doit chercher à rendre les équipes le plus autonomes possible. Encore une fois, l'objectif, c'est de réduire les dépendances. Ça n'est pas de les gérer. Ensuite, revoir l'organisation, même si c'est hyper important, je l'ai dit, ça ne suffit pas. Il va falloir travailler sur la culture, sur l'identification des flux de valeurs, la priorisation, valeur, effort, strat, etc. L'agilité n'est pas un moyen, est un moyen, pas un objectif. Donc il ne faut pas partir en croisade agile. Si vous avez des anciennes pratiques qui fonctionnent, gardez-les. Ça fonctionne. Ça ne sert à rien de jeter à la poubelle ce qui fonctionne. Il n'y a pas, en tout cas c'est mes convictions, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. L'idée c'est de favoriser l'équilibre, d'identifier les compromis. Par contre, une fois qu'on a fait un choix, on l'assume. Si on fait un choix, il faut en assumer les conséquences. Et puis si le choix il s'avère qu'en fait c'était pas forcément le bon, c'est pas grave, on s'adapte,
On est en amélioration continue et on va changer les choses. Pas de modèle unique. Alors je sais, tout le monde n'est pas d'accord avec ça dans le monde de l'agilité, mais pour moi, vraiment, il n'y a pas de modèle unique. Il y a beaucoup de pratiques dans plein de frameworks, et tester, expérimenter, et si ça résout les choses, tant mieux. Si ça ne les résout pas, utiliser les boucles de feedback à tous les niveaux. C'est ce qui vous permettra déjà de construire des meilleurs produits, mais aussi d'avoir une organisation qui va s'auto-améliorer dans le temps. Et j'aime bien finir généralement mes interventions par une petite ouverture. Je vous conseille de regarder un modèle Unfix de Jürgen Appelo. Alors en toute franchise, je ne suis pas du tout un expert, je le découvre parce que dans une mission actuellement, il y a des coachs qui ont proposé de l'utiliser. Donc je ne pourrais pas vous en parler pendant des heures. Ce que je sais simplement, c'est que effectivement, Jürgen Appelo va proposer, va identifier 10 types de dépendances. Et voilà. Et donc n'hésitez pas à regarder, c'est complètement libre de droit, il y a un site internet, et il y a plein de choses hyper intéressantes dedans. J'ai hâte, moi, de creuser un peu plus. J'ai démarré la semaine dernière, mais je me suis dit, tiens, ça serait bien de leur en parler à la fin de la conf. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, oui. Est-ce que sur la transfo des équipes que tu as montré vers les feature teams, tu t'es inspiré de team topologies ou Ouais, ça fait partie. Ouais, c'est ça. Okay. Mais pas by the book. Non, pas du tout. Non, là l'idée c'était vraiment pas en fait de rentrer dans un framework et de dire regardez celui-là, celui-là ou celui-là. C'était plus vraiment de se dire ok, c'est quoi le cheminement entre guillemets culturel. Et après effectivement il y a plein de choses. Que ce soit le Rec Spotify, que ce soit Team Topologies, que ce soit Unfix, que ce soit même Safe, que ce soit voilà. Il y a plein de choses dans le monde de l'agilité qui existent déjà. Pour moi, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Et je ne voulais pas arriver avec des solutions en fait. Juste dire voilà, le cheminement culturel c'est celui-là. Et juste ayez le déclic de vous dire ces dépendances, il va falloir qu'on les adresse. Bravo, en tout cas, c'était super bien. J'espère. Merci. Et je trouve que tu expliques un truc qu'on ne voit pas souvent, je ne sais pas si tu peux le remettre, c'est justement ce mouvement de passer d'un framework, des domaines, vraiment tu expliques hyper bien le passage de domaine à feature, quoi. Et est-ce que tu l'as expliqué avant? Est-ce que tu recommandes de l'expliquer avant? Celui-là? Où tu passes ouais, encore avant, ouais. Pour moi, c'était là où, effectivement, mais c'était volontaire, parce que, en fait, quand on identifie les trains, l'idée, c'est quand même d'essayer au maximum d'avoir des équipes autonomes à l'intérieur des trains. Là, pour l'exercice, j'ai fait le choix volontairement j'ai fait le choix volontairement de laisser des gros blocs en disant, là, l'idée, ça serait de se dire, on n'a que des équipes composants, mais on est déjà dans un premier niveau de maturité, puisqu'en fait, plutôt que d'avoir plein d'équipes distribuées dans une grosse organisation de 800 personnes, on a déjà fait l'effort d'identifier des sous-ensembles. Et donc du coup, c'est un premier niveau de maturité. Et après, effectivement, idéalement, faut pas, même à la première étape, il faut éviter d'être comme ça. L'idée, ça serait plutôt d'être comme ça le plus tôt possible. Et après, même d'avoir cette brique jaune éclatée à droite à gauche, idéalement. Mais bien entendu, j'ai conscience encore une fois qu'il y a des contraintes dans les organisations et qu'on doit faire avec. Une autre question. Merci beaucoup. Je suis aligné avec beaucoup de propos que vous avez présentés. Je suis un formateur LESS et vous n'avez pas mentionné LESS parce que c'est peu connu. Mais je ne veux pas publier ça. C'est juste qu'il y a une technique qui traite le problème de création des équipes auto-designées qui est super puissante et utile. Est-ce que vous connaissez cette technique? Non. Ok. Donc, je peux le partager. Et je pense que si tout le monde cherche Team Self-Design Event, donc un événement, on prépare et dans une journée, dans un de chaque domaine, vous pouvez avoir des équipes auto-désignées. C'est une sûre et certaine façon de faire la banane pour tous les équipiers, parce que la direction donne la permission pour eux à décider où ils veulent travailler, sur quoi. Donc ça va bien avec l'autonomie que vous avez bien souligné.
Ok. Bah, merci beaucoup, je vais regarder. Merci. Je crois qu'on va être obligé de s'arrêter là. On va s'arrêter là. Encore merci. Bravo. Merci à vous. Du coup, donc, vous allez manger, encore une fois. Je sais, c'est terrible. Il y a encore...